brille d'un éclat tapageur en cette deuxième moitié du XIXe siècle. Les restaurants à la mode, les cabarets et les théâtres offrent le spectacle d'une société insouciante, prodigue et frivole. La révolution industrielle produit de la richesse, les fortunes se font et se défont à la bourse. On dépense sans compter et l'art devient furieusement à la mode. Après Londres et New York, Paris accueille enfin l'exposition universelle et y associe pour la première fois le Salon des Beaux-Arts. En ce soir de vernissage, le 15 mai 1855, le nom de Gustave Courbet est sur toutes les lèvres. Bien que plusieurs de ses œuvres y soient exposées, la toile qu'il a réalisée spécialement pour le salon a été refusée par le jury. Revenons un an en arrière, au printemps 1854. Courbet se lance avec fougue dans une toile qui, il en est sûr, ne passera pas inaperçue. Une composition de presque 6 mètres par 4 qui s'annonce aussi ambitieuse que son titre semble discret, l'atelier du peintre. Que voyons-nous? Courbet au centre de son atelier, peignant, entouré d'une petite foule. Ses amis d'un côté, parmi lesquels on reconnaît d'emblée le poète Charles Baudelaire et le philosophe Pierre-Joseph Proudhon. De l'autre, on trouve pêle-mêle marchands, chasseurs, mendiants et curés. Par ce tableau, quelle histoire Courbet cherche-t-il à nous raconter? Pour le découvrir, nous devons interroger les personnages, les gestes et les visages qui se cachent dans la toile. Percer les secrets de l'œuvre pour comprendre ce qu'elle raconte de son époque et de son auteur. Courbet décrit son projet dans une lettre qu'il adresse à son grand ami l'écrivain Champfleury, présent lui aussi sur la toile. C'est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot, c'est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions. C'est le monde qui vient se faire peindre chez moi. Dans une lettre à Alfred Bruyas, son mécène montpelliérain, également représenté sur la toile, il ajoute « Cela fait le tableau le plus surprenant que l'on puisse imaginer. Il y a 30 personnages grands comme nature. C'est l'histoire morale et physique de mon atelier. » Regardons la toile. Elle est ordonnée comme un jugement dernier. Tel Dieu pesant les âmes, Courbet se peint au centre. Les élus devraient se trouver à droite et les réprouvés à gauche. Est-ce aussi simple? Sûrement pas. Nous y reviendrons. Concentrons-nous sur le centre de la toile. Le peintre et son chevalet sur lequel figure un paysage observé innocemment par un petit berger comtois, pieds nus dans ses sabots. C'est un paysage de la Franche-Comté, la région natale de Courbet. Provincial monté à la capitale, Gustave Courbet est un homme sûr de son talent. Lorsqu'il arrive à Paris à 20 ans, il n'a qu'une idée, réussir. Il écrit à ses parents « Je veux tout ou rien. Il faut qu'avant 5 ans, j'ai un nom dans Paris. » Propre sujet de ses toiles, il expérimente diverses voies artistiques. Il se peint volontiers sous les traits d'un beau jeune homme ténébreux habité par son art. Cette multiplication d'autoportraits est en définitive une excellente manière de sortir du lot. Ce natif d'Ornans, né en 1819 dans une famille de propriétaires fonciers aisés, épouse les idées socialistes des intellectuels progressistes. En quelques années, le beau jeune homme romantique et idéaliste de ses débuts
est devenu une sorte de potentat de la rébellion, un forçat du travail, un fêtard porté sur les femmes et l'alcool. En 1855, même si le milieu de l'art raille ses excès et son égocentrisme, Courbet s'en moque. Il a 36 ans et tout Paris parle de lui. En bien ou en mal, peu importe. Les provocations de Courbet vont au-delà de la simple posture. C'est un autodidacte et même s'il a un goût profond pour les peintres classiques ou romantiques qui l'ont précédé, il y a chez lui une volonté de transgresser les codes de la peinture académique. En 1850, avec l'enterrement à Ornans, il avait bousculé la fameuse hiérarchie des genres en représentant une banale scène villageoise comme s'il s'agissait d'un événement historique épique. Sacrilège. Avec l'atelier, il fait définitivement voler en éclats cette règle énoncée en 1667 par l'Académie des Beaux-Arts. La hiérarchie des genres, qu'est-ce que c'est? Elle place sur la plus haute marche les compositions ambitieuses à sujet religieux, mythologiques ou historiques et porteuses d'un message moral. Ici, tous les genres cohabitent. D'abord le plus noble, la peinture religieuse avec la composition rappelant un jugement dernier, comme nous l'avons vu, mais aussi une étrange descente de croix. Ensuite, les scènes de la vie quotidienne, dites scènes de genre avec ses clients exotiques rassemblés autour d'un fripier. Et bien sûr, le portrait, avec lui au centre, entouré de cette curieuse galerie d'une trentaine de personnages. Puis le paysage, constitué par le tableau dans le tableau. Suit le nu central, un clin d'œil à la peinture classique ou une allégorie. Sans oublier la peinture animalière avec le magnifique chat blanc. Et enfin, le genre le moins noble, la nature morte, représentée par le chapeau et la guitare posée à même le sol, et par un memento mori avec ce crâne posé sur un journal froissé. En choisissant de peindre une toile de très grande dimension, Courbet élève l'atelier au niveau de la peinture d'histoire. Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute le sous-titre « Allégorie réelle déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique et morale ». Courbet utilise le principe de l'allégorie pour exposer non pas une idée abstraite, mais pour développer une vision en prise directe avec sa vie. Mais quelles sont-elles, ces 7 années que Courbet évoque ? L'artiste nous renvoie à février 1848. Partout en Europe, la colère gronde et les peuples se soulèvent. La France vit une révolution. La monarchie de Juillet est renversée sous l'impulsion des libéraux et des républicains. Un gouvernement provisoire est nommé, puis la Deuxième République est proclamée.
Louis-Napoléon Bonaparte, élu au suffrage universel masculin, devient le premier président de la République française. Courbet et ses amis socialistes y croient. L'artiste se lance dans un tableau, Le départ des pompiers courant à l'incendie, inspiré de la Ronde de nuit de Rembrandt, où il montre Louis-Napoléon Bonaparte en capitaine des pompiers secourant le peuple. Mais l'œuvre reste inachevée. Le 2 décembre 1851, près d'un demi-siècle après son oncle, Louis-Napoléon Bonaparte se proclame empereur sous le nom de Napoléon III et instaure un régime autoritaire. Ce coup d'État est vécu comme une trahison. Parce que Courbet a toujours apporté son soutien aux Républicains, il traîne la réputation d'être un dangereux 48ard. Mais loin de lui l'idée de descendre dans la rue. C'est un antimilitariste convaincu. Il écrit à ses parents « Je ne me bats pas, d'abord parce que je n'ai pas foi dans la guerre, aux fusils et aux canons, et que ce n'est pas dans mes principes. Voilà 10 ans que je fais la guerre de l'intelligence. La seconde raison, c'est que je n'ai pas d'armes et que je ne puis être tenté. » Avec ses prises de position tranchées et ses déclarations à l'emporte-pièce, Courbet représente une nouvelle figure du monde de l'art, l'artiste engagé. Sans oublier d'être à la fois dans les bons papiers du pouvoir et excellent commerçant. Il accueille volontiers les couples de riches bourgeois et les nouveaux industriels qui font le tour des ateliers en calèche. Son atelier, rue Hautefeuille, est très couru. Courbet y a toujours régné en maître. On y rencontre des journalistes, des écrivains et des philosophes avec lesquels l'artiste provoque des débats animés. Intellectuels et commanditaires s'y retrouvent. Charles Baudelaire a été longtemps un fidèle visiteur de l'atelier. Le poète considère la critique d'art comme une discipline littéraire à part entière. Dans ses textes, il juge et apprécie les œuvres selon ses émotions et ses affinités électives. Courbet donne des fêtes mémorables. On y lit des poèmes à haute voix, la bière coule à flot et le piano passe de main en main, tandis que Courbet dévoile ses dernières toiles. Ces portraits finiront par s'arracher et remporter un franc succès auprès du public. Mais certaines de ces peintures provoquent l'hilarité et l'incompréhension. Ainsi, ces baigneuses, en 1852, sont-elles traitées de percheronnes par une presse horrifiée. Les caricaturistes ne se privent pas de moquer cette nouvelle peinture et son auteur. Le jugement d'Alexandre Dumas fils est sans appel. De quel accouplement fabuleux d'une limace et d'un paon peut avoir été générée cette chose qu'on appelle M. Gustave Courbet, incarnation du moi imbécile et impuissant. L'écrivain Maupassant accusera Courbet de peindre de manière graisseuse et sale. Injuste, Courbet est aussi capable de faire comme du Raphaël, pour rendre une texture délicate. Comme le dit Champfleury, sous le pinceau de Courbet, la femme apparaît avec plus de franchise qu'elle ne s'en accorde à elle-même devant son miroir. Courbet cherche autre chose. Il travaille avec une énergie sauvage. Ne s'embarrasse pas de bonnes manières. Il peignait à la brosse, au couteau, au chiffon, voire même au pouce. Tout lui était bon, raconte le peintre Alexandre Chasne. Entre Ingres, le classique, et Delacroix, le romantique, Courbet révolutionne la peinture en ouvrant une troisième voie, celle du réalisme. Il affirme «
Je tiens que la peinture est un art essentiellement concret et ne peut consister que dans la reproduction des choses réelles existantes. Un objet abstrait, non visible, non existant, n'est pas du domaine de la peinture. Mais Courbet refuse de suivre un étendard. Comme toujours, sa liberté prime. Le titre de réaliste m'a été imposé, comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de romantique. Les titres en aucun temps n'ont donné une idée juste des choses. J'ai étudié, en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l'art des anciens et des modernes. Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque selon mon appréciation. Être non seulement un peintre, mais comme un homme. En un mot, faire de l'art vivant. Tel est mon but. Revenons en 1855. L'inauguration du salon approche. Courbet est pressé par le temps. C'est l'histoire morale et physique de mon atelier, répète-t-il dans une lettre à Champfleury. J'ai 2 mois et demi pour l'exécuter, et si bien que tout compté, j'ai 2 jours par personnage. Vous voyez que je ne vais pas m'amuser. Courbet a-t-il présumé de ses forces? Pour finir l'atelier à temps, il livre une véritable course contre la montre. Il procède par collage. Il utilise des tableaux déjà existants pour brosser quelques-uns des portraits. Baudelaire, ou son ami d'enfance, le violoniste Alphonse Promaillet, qu'il a peint quelques années auparavant. Pour représenter son mécène Alfred Bruyas, Courbet s'inspire du portrait de Bruyas de profil. Il lui écrit « Vous occupez une place magnifique. Vous êtes triomphant et commandeur. Les peintres de Besançon sont venus voir. Ils sont renversés. Nos 2 profils les ont séduits. » Bruyas semble partager avec Courbet la même obsession narcissique. Il se fait portraiturer 34 fois, dont 4 fois par Courbet, mais aussi par Delacroix, Couture ou Cabanel. Fils d'un banquier de Montpellier, il dilapide sa fortune en achetant des tableaux de Millet, Rousseau, Diaz ou Delacroix. Au moment où Courbet peint l'atelier, Bruyas se préoccupe fort de la présentation à l'exposition universelle de la toile « Bonjour, Monsieur Courbet », peinte l'année précédente, dont il espère qu'elle consacrera son amitié avec le peintre et son statut de mécène. Les critiques et le public se moqueront du tableau, qu'ils voient comme une démonstration de la vanité du peintre. La rencontre par Courbet, le plus courbé des 3 n'est pas celui qu'on pense. Bruyas sera fortement affecté par cet accueil et rompra sa relation avec le peintre 2 ans seulement après l'avoir rencontré. Dans son travail sur l'atelier, Courbet a également recours à un procédé alors à la pointe des nouvelles technologies, la photographie. Inventé en 1826 par Nicéphore Niepce, puis commercialisé en 1839 par Louis Daguerre, ce procédé révolutionnaire est considéré par de nombreux peintres comme une concurrence directe qui entraîne un inévitable manque à gagner. Courbet ne partage pas la méfiance de ses confrères. Il l'utilise pour préparer ses mises en scène. Dans l'atelier, le nu central est inspiré par une photographie. Malgré le temps qui lui manque, l'examen radiographique nous révèle plusieurs repentirs. Des éléments ont disparu, l'étoile du fond, une étagère avec des objets laissant une hauteur de mur nu dont le peintre Jean-Jacques Henner dira « Voilà un fond que Velázquez n'aurait pas mieux peint ». Et surtout, un personnage a été effacé du groupe. On devine Jeanne Duval, la maîtresse de Baudelaire. L'illustre poète aurait-il refusé d'afficher sa vie privée? Le tableau est achevé juste à temps. Courbet fait parvenir la toile, à la dernière minute, au jury du salon de l'exposition universelle. Le verdict tombe,
le tableau est refusé. Qu'à cela ne tienne, bien que 11 de ces toiles figurent dans l'exposition officielle, Courbet est furieux que celle-ci en soit absente. Il décide de riposter. Il sollicite en vain son mécène Bruyas pour faire bâtir son propre pavillon. Il l'érige donc à ses frais sous le titre de pavillon du réalisme et y présente 40 de ses tableaux. Mais au fond, pourquoi ce refus? Les qualités de la toile sont reconnues, Eugène Delacroix en atteste. Je vais voir l'exposition de Courbet, qu'il a réduite à 10 sous. J'y reste seul pendant près d'1 heure et j'y découvre un chef-d'œuvre dans son tableau refusé. Je ne pouvais m'arracher à cette vue. On a rejeté là un des ouvrages les plus singuliers de ce temps. On ignore le motif réel du refus. Les 11 toiles admises de Courbet occupaient déjà un grand espace dans l'exposition officielle. Le format de l'atelier était peut-être trop monumental. Les membres de cette noble assemblée auraient-ils vu dans cette peinture un pamphlet anti-Napoléon III? Trop de persona non grata y sont représentés. Courbet met en vedette des fervents républicains opposés au régime, à commencer par son ami penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon. Après la Révolution de 1848, il se lance dans la politique. Élu député, il réclame entre autres la création d'une banque nationale capable de centraliser et de réguler la finance et une meilleure redistribution des richesses. Il professe que la propriété des moyens de production permet aux capitalistes de voler aux travailleurs le produit de leur labeur et le résume d'un lapidaire: la propriété, c'est le vol. Il s'élève contre la presse qu'il accuse d'être un cimetière des idées, formule que Courbet nous rappelle en peignant ce crâne posé sur un exemplaire du quotidien, le journal des débats. Après sa mort, en 1865, la doctrine de Proudhon s'est répandue dans toute l'Europe, influençant Karl Marx et irriguant depuis tous les mouvements socialistes. Courbet a donc mis Proudhon à sa droite, avec tous les actionnaires, les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l'art. Mais dans ce cas, qu'en est-il de ceux qui se trouvent à sa gauche? C'est une galerie bien complexe et intrigante. Au fil des décennies, elle a donné lieu à de nombreuses interprétations âprement discutées. Le chasseur au foulard strié de rouge, le faucheur et l'ouvrier pourraient incarner une carte de l'Europe révolutionnaire et des nations qui se soulèvent. Le juif portant une cassette, le curé, le croque-mort et le fripier pourraient cacher des figures du Second Empire convoquées sous le regard critique du peintre. Personne ne s'accorde à ce jeu d'identification, sauf pour le braconnier avec son chien au premier plan, qui ne serait autre que Napoléon III lui-même. Au-delà de la ressemblance physique, on reconnaît le monarque à ses bottes, emblème significatif de l'empereur, au point que, dans certaines caricatures, la présence d'une seule botte suffit pour le personnifier. Mais pourquoi aucun observateur de l'époque n'a-t-il fait allusion à cet impérial braconnier? À cause de la censure, une des pires que la France ait connue dans son histoire. Le simple fait de deviner la figure de Napoléon III aurait pu être considéré comme un crime de lèse-majesté et envoyer n'importe quel sujet de l'empereur en prison. Mais aussi, plus simplement, parce qu'un décryptage trop rigide et politique de l'œuvre dépasse les intentions réelles de l'artiste. La peinture de Courbet est avant tout profondément imaginative. Elle s'inscrit sans peine dans la définition donnée par son ami Charles Baudelaire. Elle ne peut pas, sous peine de mort ou de défaillance, s'assimiler à la science ou à la morale. Elle n'a pas la vérité pour objet. Elle n'a qu'elle-même. Si la portée critique de l'atelier ne fait aucun doute, l'œuvre garde sa part de mystère et son lot de contradictions.
Comme l'écrit Courbet lui-même, c'est passablement mystérieux, devinera qui pourra.